Bonjour. Donc on va faire une heure, d'immunologie ensemble. On va parler des lymphocytes T, de l'activation lymphocytaire T. Vous allez voir que on va reprendre un certain nombre de notions qui ont déjà été abordées. Donc ça va vous permettre de repasser dessus. Et on va donc un petit peu rentrer un peu plus dans les détails de l'activation lymphocytaire T pour vous faire comprendre comment finalement ces lymphocytes, une fois générés, arrivent à être repérés, éduqués et partir en périphérie et avoir leur activité de cellules, soit helper pour les CD4 qui vont essentiellement produire des cytokines et orienter les réponses, et les lymphocytes CD8 qui ont une activité intrinsèque cytotoxique et qui vont pouvoir exercer donc cette activité cytotoxique en périphérie. Donc on va revoir un petit peu tout ça ensemble pendant une petite heure. Donc première diapositive, c'est vraiment une diapositive qui vous remet un peu les éléments principaux du premier cours. Donc on avait vu ensemble les organes lymphoïdes primaires, centraux, ce sont les organes où il va y avoir les précurseurs qui arrivent pour fabriquer des lymphocytes qui sont matures mais naïfs. D'accord ? Le thymus pour les lymphocytes T, d'ailleurs lymphocytes T comme thymus, et pour les lymphocytes B, ce sera la moelle osseuse. Donc deux organes différents pour générer des populations naïves qui vont ensuite vivre leur vie en périphérie. Que se passe-t-il en périphérie ? Il va y avoir un autre site de rencontre, c'est les organes lymphoïdes secondaires. Et là, véritablement, il va y avoir la rencontre entre le lymphocyte et la cellule présentatrice d'antigènes. C'est à ce moment-là que l'on va sélectionner le bon lymphocyte et qu'après, il va y avoir un processus d'activation, de prolifération pour repartir en périphérie. Donc ces organes lymphoïdes secondaires sont extrêmement importants pour avoir cette colocalisation de cellules qui présentent et pour aller sélectionner le bon lymphocyte, parce que je vous rappelle que même si on a un répertoire très large, il n'y a que quelques cellules qui sont potentiellement mobilisables. Pour les lymphocytes T, par exemple, c'est de l'ordre de 1 sur 100 000. Donc il va falloir aller chercher ce lymphocyte sur les 100 000. Donc il faut trouver des structures qui les rassemblent. Et puis après, il faut un système assez efficace pour checker les lymphocytes jusqu'à ce qu'on tombe sur le bon lymphocyte. Ça se passe essentiellement dans les ganglions. Il y en a 400 à 500 dans l'organisme, vous l'avez vu. Donc puisque le système immunitaire est partout dans l'organisme, et en particulier très présent dans les structures muqueuses, où on sera aux interfaces avec le monde extérieur. Donc on pressent le fait que dans ces situations-là, il va falloir avoir des populations immunitaires qui surveillent et qui de temps en temps s'allument quand il y a un signal de danger. Donc voilà, ça c'était le premier cours, c'est pour un peu resituer les éléments anatomiques et le circuit grossier que va avoir ces lymphocytes, qui sont donc l'immunité adaptative, hein, c'est vraiment l'immunité particulière, très spécialisé, où un lymphocyte B ou un lymphocyte T sera spécialisé pour aller reconnaître un antigène particulier, ce qui le différencie considérablement de l'immunité innée. Donc on construit, là on va faire un focus sur les lymphocytes T, donc on construit un répertoire, c'est-à-dire que ce lymphocyte qui va être dans le thymus, qui va subir ce processus de maturation, va acquérir un répertoire à l'antigène. Il va acquérir un TCR. Donc chaque lymphocyte aura un TCR différent. Et comme il y aura beaucoup de TCR différents qui seront produits, à la fin, on aura un répertoire qui sera très large et qui devra couvrir l'ensemble des motifs antigéniques qui pourraient être trouvés dans le monde extérieur et pour lesquels il serait intéressant de s'allumer. Donc on va générer un répertoire. Quand on compte le nombre de récepteurs qui sont nécessaires pour couvrir cette diversité, comme on l'a vu, c'était bien au-delà du nombre total de gènes que l'on a dans l'organisme. Donc il faut trouver un mécanisme supplémentaire. Ce mécanisme qui crée la diversité, c'est ces recombinaisons, c'est-à-dire qu'on va faire des assemblages de petits bouts ensemble pour créer donc des combinatoires. Et ces combinatoires, c'est comme en proba, hein, vous avez donc une diversité qui se crée par ces assemblages de différents modules. Donc ça crée un premier niveau de diversité. Rappelez-vous que pour ces recombinaisons, c'est en particulier
une protéine qui s'appelle RAG, qui est très importante, et c'est probablement, donc, qui va permettre de, une fois que l'assemblage est fait, de s'associer au niveau et après de faire les découpages. Et cette molécule, RAG, est probablement même l'origine de l'immunité adaptative, puisque quand l'immunité adaptative est arrivée, je vous rappelle que tous les êtres vivants ne l'ont pas, il n'y a que les vertébrés. Et les vertébrés, ce n'est pas la majorité des êtres vivants, c'est une minorité. Donc c'est vraiment l'immunité adaptative est présente comme un espèce de raffinement ultime seulement chez les vertébrés. Et quand c'est arrivé, on pense que c'est véritablement RAG qui a ouvert la possibilité de faire cette immunité adaptative et qu'on retrouve à partir des, je crois que c'est des poissons à mâchoire, que on commence à avoir cette immunité adaptative qui est présente. L'immunité innée suffit pour beaucoup d'organismes, hein, et cette immunité innée est une immunité qui peut être extrêmement raffinée. Chez l'oursin, par exemple, il y a 150 récepteurs TOL qui ont l'air d'être tout à fait efficaces. Nous, on en a 10-11 à peu près, nous, dans notre immunité innée. Il y a des organismes qui n'ont que ça, et on arrive à vivre avec une immunité innée. Et donc, avec ces palpeurs de reconnaissance moléculaire, on peut avoir un système beaucoup plus fin que ce qu'on imaginait au départ. Au début, on se disait, bon, l'immunité innée, c'est un truc non spécifique. Non, ça reconnaît des motifs moléculaires présents sur des pathogènes, des virus, etc. Et le répertoire donc, de ces palpeurs peut être extrêmement large. Donc, on fait un TCR par cette recombinaison, ici, ces recombinaisons avec RAG. Et puis, rappelez-vous que pour rajouter encore un petit peu de diversité, au niveau des jonctions, on va rajouter encore des diversités, on va rajouter des nucléotides. Et là, à l'arrivée, ça va faire finalement que non seulement chaque clone lymphocytaire T aura une recombinaison différente, V, D, J, mais en plus, au niveau des jonctions, les acides aminés, ici qu'on va retrouver en point final, seront chacun différents, pour chaque TCR différent. Et c'est ça qui finalement va créer la façon la plus fine d'avoir cette diversité du TCR. Et c'est justement dans ces diversités jonctionnelles, traduites en protéines, que l'on va retrouver ces zones de jonction avec le complexe CMH peptide qui constitue l'antigène, puisque le TCR reconnaît un CMH peptide. Et parmi ces éléments, que l'on appelle les CDR, ici, qui sont les motifs hyper variables. Si on avait un à retenir, c'est CDR3. Donc il y en a 3 essentiellement. Donc c'est le CDR3 qui va vraiment être en contact. Donc c'est une région du TCR très variable qui correspond à une zone de diversité jonctionnelle et qui va aller se coller sur le peptide au niveau de la structure tridimensionnelle CMH peptide. Donc là, vraiment, vous voyez que cette structure unique est vraiment en contact intime avec l'information, c'est-à-dire le peptide présent dans la poche du CMH. Voilà, CDR3 est un élément très important parmi l'ensemble. Et donc, une fois qu'on a fait ce TCR, on a fabriqué un TCR, il faut le tester, et là, il va y avoir de la sélection positive et négative. Il va y avoir une sélection, on élimine ceux qui ne se lient pas au TCR, évidemment, et puis par contre, on va aussi éliminer ceux qui vont réagir trop fort vis-à-vis du soi. Et je vous ai parlé d'un petit paradoxe qui est que le thymus est un organe, mais c'est un organe qui n'a pas l'expression de toutes les protéines. L'organisme a trouvé une façon d'ouvrir la transcription d'un très grand nombre de gènes ici pour tester finalement ces complexes CMH peptides du soi et donc donner la possibilité au TCR de se tester pour éliminer donc ceux qui réagiraient trop fort. C'est ça. Donc ceux qui partent en périphérie à la fin, c'est ceux qui sont, qui ont un TCR qui reconnaît les CMH peptides, sinon ça ne servira à rien, et deuxièmement, ceux qui ne réagissent pas trop fort. Mais ça veut dire de facto que ceux qui partent en périphérie sont potentiellement autoréactifs, puisqu'ils ont été sélectionnés pour leur capacité à se lier à du CMH du soi et de s'activer un peu, mais pas trop. Donc ce répertoire, il est autoréactif. Ça, c'est potentiellement, c'est intéressant, mais c'est potentiellement dangereux puisqu'il pourrait y avoir donc une activation en périphérie et puis une destruction des cellules du soi. Donc, on pressent le fait que quand on va partir en périphérie, il va falloir donner l'autorisation à ces lymphocytes de s'activer. Et cette autorisation, elle va être donnée par des cellules spécialisées dans la présentation antigénique, les CPA, telles que les cellules dendritiques. Donc, il va falloir que nos petits lymphocytes qui ont été sélectionnés soient sélectionnés par la CPA et qu'on les autorise à partir vers l'activation.
Et en plus de ça, en plus de cette sélection par la CPA pour l'activation, il va y avoir en périphérie des mécanismes qui vont permettre de contrôler ces lymphocytes périphériques pour éviter d'avoir des activations trop importantes. Donc il y a une forme de contrôle périphérique avec en particulier des T régulateurs et d'autres choses que vous verrez dans d'autres cours. Donc il y a un contrôle en périphérie, mais il y a surtout une éducation par la cellule présentatrice d'antigènes. Donc ça part en périphérie et puis finalement tout ça va vivre sa propre vie. Après, on va voir les différentes étapes. Ce thymus qui fabrique du répertoire, il le fabrique, mais bon, au bout d'un moment, on commence à être un petit peu moins riche dans un répertoire naïf que l'on crée. Mais par contre, on va être de plus en plus riche en cellules mémoire parce qu'on a eu de plus en plus de conflits. Et donc, à un certain moment, on va être moins riche en nouvelles possibilités de TCR, mais on va avoir des cellules mémoire et on va vivre en quelque sorte sur ce stock-là chez les individus adultes. Donc là, cette diapositive ici, rappelez-vous ce schéma-là, c'est ce que voit un TCR en fait. Donc on a toujours la notion simple du CMH avec le petit peptide à l'intérieur. Quand on voit ici en tridimensionnel, on voit cette espèce de gros machin là. Ça c'est le CMH et la petite partie jaune ici, c'est le peptide qui est là. Donc vous voyez, c'est vraiment une structure tridimensionnelle qui est reconnue. Et les zones qui sont là, ce sont les zones de contact de ces régions hypervariables, les CDR. Et le CDR3 dont on parlait il y a 2 minutes, c'est les bleus, le bleu foncé, le bleu clair ici. Donc vous voyez vraiment qu'ils sont en contact avec la niche à l'intérieur duquel se loge le peptide. Donc cette éducation, elle se fait par les cellules présentatrices d'antigènes et en particulier les cellules dendritiques. Et pour cette éducation, il va y avoir plusieurs messages qui vont être échangés. Le premier, c'est en dehors de la reconnaissance du TCR avec le CMH peptide, il va y avoir échange d'informations à travers des molécules de costimulation. Donc là, on est vraiment sur des interactions récepteurs-ligands de cellule à cellule, lymphocyte T versus l'APC, et il va y avoir production de cytokines dans l'environnement. Tout ça va faire que le lymphocyte va finalement pouvoir être éduqué, partir en périphérie, et pour les lymphocytes CD8, acquérir le permis de tuer pour aller faire sa cytotoxicité en périphérie. Donc ces cellules dendritiques, vous avez eu un cours dessus avec Peter Van Endert, je pense, des mots vraiment, des notions générales. Elles sont équipées d'un certain nombre de récepteurs, dont les toll-like récepteurs, qui sont des palpeurs de structures moléculaires et qui vont les renseigner sur la nature de l'antigène. Elles sont douées d'une capacité pour les cellules dendritiques immatures, donc qui sont en périphérie. Elles peuvent capter des antigènes de façon très importante par ces différents mécanismes-là, macropinocytose, phagocytose et endocytose. Une fois qu'elles ont capté les antigènes, il faut qu'elles partent vers les ganglions pour aller présenter des petits bouts de ces antigènes, c'est-à-dire des peptides, aux lymphocytes. Donc il va y avoir une migration de ces cellules vers les ganglions. Là rentrent en jeu des molécules, des chimiokines. La cellule dendritique acquiert un récepteur de chimiokines qui va la guider dans un gradient vers des sites où sont produits ces chimiokines-là, qui sont les récepteurs, qui sont les ligands, les chimiokines ligands de ces récepteurs, pour l'amener jusque dans le ganglion, et en particulier dans les zones T des ganglions. Ces cellules-là, au cours de cette migration, vont changer de forme, elles vont acquérir des dendrites, et elles vont se mettre à être de très bonnes présentatrices pour les lymphocytes. Elles se mettent en quelque sorte en condition pour éduquer le maximum de lymphocytes en un minimum de temps. Donc elles vont avoir quoi? Elles vont avoir beaucoup plus de molécules du CMH, et elles vont commencer à exprimer fortement des molécules de costimulation. Vous voyez que, on l'avait vu la dernière fois, le nombre de lymphocytes testés est potentiellement très important. Et n'oubliez pas qu'un lymphocyte qui est dans un ganglion, il passe dans un ganglion, et s'il ne se passe pas grand-chose, il passe dans un autre, etc. Il y a une circulation qui se fait de ganglion en ganglion. Donc c'est vraiment cette éducation-là, et vous voyez que finalement, cette cellule dendritique, elle est à la frontière entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. L'immunité innée, parce qu'au départ, c'est cette cellule-là qui va faire de la phagocytose, et qui va, donc au début, elle est très forte pour capturer, elle est très forte pour processer l'antigène, c'est-à-dire pour le découper, pour l'apprêter,
Et puis petit à petit, elle va partir vers le ganglion et elle va acquérir cette forme-là. C'est plus du tout la même cellule. Elle a une surface d'échange qui est beaucoup plus importante. Elle va se mettre à avoir beaucoup de costimulation et elle va pouvoir donc activer ainsi les cellules dendritiques, les lymphocytes T, pardon. On a dû vous le dire, tout ceci finalement, on a l'impression que ce sont des données d'immunologie un petit peu anciennes. Non, ce n'est pas du tout le cas, hein. C'est des choses très récentes. C'est vraiment très récent. Et par exemple, le rôle des cellules dendritiques est absolument essentiel dans la compréhension de la physiologie de la réponse immunitaire. Et cette compréhension-là, la découverte de ça, c'est dans les années 70. C'est ce monsieur-là, qui est un Canadien, monsieur Steinman, qui a eu le prix Nobel et qui depuis est décédé, qui a découvert les cellules dendritiques et qui après qui a découvert leur fonction. Donc ça, c'est dans les années 70. Donc c'est pas très vieux. C'est vraiment pas très vieux. Et les toll-like récepteurs dont on parle, c'est ces personnes-là, c'est Jules Hoffman et M. Butler. Jules Hoffman, c'est un Français qui a eu ce prix Nobel, qui a fait ses travaux au Luxembourg. Et les toll récepteurs, c'est dans les années 90 que ça a été découvert chez la drosophile, en montrant qu'il y avait une susceptibilité accrue à certains champignons. Donc vous voyez que tout ça, toutes ces notions-là de l'immunité innée, des tolls qui sont extrêmement importants et des décès, c'est les années 70, 90, enfin vraiment, c'est des choses qui sont tout à fait récentes. Donc on est véritablement là dans une meilleure compréhension de la façon dont s'allume l'immunité innée et dont se fait la transition entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. Donc vous voyez ce petit schéma que je crois on avait vu la dernière fois. Donc on a ces cellules dendritiques qui acquièrent un récepteur aux chimiokines qui va venir dans le ganglion pour se mettre dans une zone T et commencer à checker, à tester des différents lymphocytes pour trouver donc le lymphocyte parmi la foultitude qui est pertinent et qui va être activé. Et dans cette interaction qui se fait, vous voyez ici une cellule dendritique et un lymphocyte T, un certain nombre d'échanges d'informations vont se faire. Le premier, bien sûr, c'est ce dont on a parlé, c'est le premier.